Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable miracle, à la fois médical et logistique, la transfusion sanguine. On va retracer ensemble ce parcours dingue. C'est quand même passé de quelques expériences historiques, disons un peu folles, à des systèmes de sécurité d'une rigueur absolue aujourd'hui. Bref, c'est un voyage fascinant au cœur d'une thérapie qui sauve des vies au quotidien. Allez, on regarde comment c'est devenu la science ultra précise qu'on connaît. Au programme de ce décryptage, d'abord, on va définir ce qu'est vraiment la transfusion. Ensuite, on fera un petit plongeon dans son histoire, qui est pour le moins surprenante. Puis, on verra comment l'évolution de la sécurité s'est faite, souvent poussée par des crises. Et on terminera par décortiquer la chaîne transfusionnelle moderne. Alors, grand 1, qu'est-ce que la transfusion? Eh bien, c'est tout simplement l'échange fondamental du donneur au receveur. Voyons ça de plus près. À la base, il faut bien comprendre que ce n'est pas un traitement médical ordinaire. On parle ici d'une thérapeutique substitutive. En clair, on remplace ce qui manque. Et vu qu'on administre le sang, ou l'un de ses composants, d'un donneur en bonne santé à un receveur malade, eh bien on manipule de la matière vivante. Ça implique des règles immunologiques hyper strictes, des effets secondaires potentiels et des indications vraiment spécifiques pour chaque produit. Ce n'est absolument pas comme prendre un cachet d'aspirine fabriqué en usine, ça c'est sûr. Et justement, la logistique est complexe parce qu'on sépare les produits en deux grandes familles. D'un côté, on a les PSL, les produits sanguins labiles. Ça, ce sont les composants directs, vivants et très fragiles, comme les globules rouges, les plaquettes ou le plasma. De l'autre côté, on a les MDS, les médicaments dérivés du sang. Là, on parle de choses comme l'albumine ou les anticorps qui sont extraits et synthétisés à partir de gigantesques volumes de plasma. Donc on s'en rend vite compte, gérer, conserver et utiliser ces deux types de produits répondent à des logiques totalement différentes. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est la grande complexité biologique du truc. Comme le sang vient d'un autre être humain, il faut réussir à contourner ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Pour faire simple, chaque système immunitaire est unique et va naturellement chercher à rejeter tout ce qui lui est étranger. En plus de ça, avec un produit d'origine humaine, il y a forcément un risque inhérent de transmission d'agents pathogènes. C'est d'ailleurs exactement pour ça que toute cette discipline repose sur une éthique en béton armé, un don 100% volontaire et un processus d'une sécurité absolue. Ce qui nous amène à notre grand 2, une histoire fascinante. On va voir comment on est passé d'une sorte de Far West médical à une véritable rigueur scientifique. Car oui, l'histoire de la transfusion, c'est un truc de fou. Pendant très longtemps, le sang, c'était le mystère absolu. Tenez, en 1242, on commence tout juste à décrire la circulation pulmonaire. En 1492, première tentative documentée, on essaye de sauver le pape Innocent VII avec le sang de 3 jeunes hommes. Échec total, on s'en doute. Il faut attendre 1628 pour qu'on comprenne vraiment la circulation sanguine globale. Et là, au XVIIe siècle, ça part un peu dans tous les sens. On réussit des transfusions entre chiens en 1665, mais le plus dingue, c'est Jean-Baptiste Denis, en 1667, qui va jusqu'à transfuser du sang de mouton à un être humain. Complètement fou, non? Quand on met ces époques côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, on imagine bien cette médecine du XVIIe siècle reliant littéralement l'artère d'un pauvre animal au bras d'un patient. C'était vraiment l'âge des ténèbres de l'immunologie. Et puis, on avance au milieu du XXe siècle, des donneurs bien installés, détendus dans des fauteuils, donnant leur sang tranquillement dans des poches ou des flacons stériles. Le bond scientifique et technologique entre ces deux moments de l'histoire est juste monumental. Allez, grand 3, l'évolution de la sécurité, ou comment les grandes crises et les innovations ont façonné l'ère moderne de la transfusion. Parce que oui, ces expérimentations sauvages ont fini par se structurer, mais souvent dans la douleur. L'année 1900, c'est la révélation. On découvre les groupes sanguins ABO. Enfin, on comprend pourquoi tant de patients ne survivaient pas. Ensuite, les guerres mondiales, tragiques bien sûr, accélèrent l'innovation, surtout avec l'arrivée des anticoagulants qui permettent de stocker le sang. Dans les années 70, la poche en plastique souple fait son apparition et révolutionne la séparation des composants. Mais attention, les sombres années 80 arrivent avec l'épidémie de sida et le terrible scandale du sang contaminé. C'est un véritable électrochoc. Ça a littéralement forcé le monde médical à se réinventer dans les années 90 en imposant une traçabilité et une hémovigilance absolue. Et aujourd'hui, on en est carrément au dépistage génomique pour traquer le moindre fragment d'ADN viral. Ce qui nous mène logiquement à notre 4e et dernière partie, la fameuse chaîne transfusionnelle. C'est ce réseau médical, ultramoderne et organisé de manière quasi militaire. On parle de chaîne transfusionnelle et croyez-moi, ce n'est pas qu'une métaphore en l'air. C'est une vraie ligne de vie où chaque maillon compte. On parle de la promotion pour trouver les donneurs, on passe par la collecte, la préparation, la qualification biologique en labo, jusqu'à la distribution et enfin l'acte final auprès du patient. Et là, pas de droit à l'erreur, absolument chaque étape dépend de la réussite parfaite de l'étape précédente.
Il y a une citation qui résume ça à la perfection. Elle dit que la solidité de la chaîne est fonction de la solidité du sous-maillon le plus fragile. Et c'est tellement vrai. Vous pouvez avoir les technologies de dépistage les plus pointues du monde. Si quelqu'un fait une simple erreur d'étiquette au moment du transport, patatras, toute la sécurité s'effondre. C'est l'homogénéité de la rigueur à chaque instant qui fait toute la force du système. Donc, pour éviter que le moindre maillon ne lâche, on ne laisse vraiment rien au hasard. Tout est cadré par une matrice super stricte, le qui, le quoi et le comment. Ça définit les responsabilités de chacun à la virgule près. Des associations qui font de la sensibilisation, aux techniciens hyper spécialisés au labo, jusqu'aux médecins prescripteurs à l'hôpital. Il n'y a tout simplement aucune place pour l'improvisation. Concrètement, cette mécanique de précision se déroule en 6 étapes clés. 1. Informer et prélever, avec une sélection draconienne des donneurs et une hygiène irréprochable. 2. La qualification. C'est là qu'on épiste la moindre maladie. 3. La préparation. On sépare délicatement les globules, les plaquettes et le plasma pour optimiser chaque don. 4. On distribue avec les fameux tests de compatibilité. 5. L'étape cruciale. C'est l'heure de transfuser, avec ce qu'on appelle le contrôle ultime ABO, fait directement au lit du malade. C'est le tout dernier filet de sécurité avant que le sang n'entre dans les veines. Et enfin, 6, la surveillance constante via l'hémovigilance pour traquer instantanément la moindre réaction indésirable. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est assez vertigineux, non ? On est passé du sang de mouton au XVIIe siècle, au dépistage génomique et même aux prémices de la production de cellules in vitro aujourd'hui. La médecine a fait un bond technologique extraordinaire. Alors ça donne à réfléchir, quelle sera la prochaine grande frontière ? Quelles futures innovations vont nous permettre de sécuriser et de perfectionner encore plus ce véritable don de vie ? C'est une question captivante à garder en tête en observant les prochaines grandes percées médicales. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt.